Bertolazzani, De Souza Frédéric, Rovarino Isabelle, Chauvin Isabelle, Lénert Katia. Absent de pouvoir Gardiol. Merci. David Gesné, Sora Didier. En retard, pouvoir De Souza. Merci. Mangeau Julien, Caruso Julie, Sarawi Malik, je suis là. Ferral Patrick, Druot Marilyn. Absente. Très bien. Bochia Hervé. Absent chez la procuration. Merci. Saint Véronique. Présente. Sanchez Philippe. Jonio Irène. Gachet Jean-Pierre. Conchicello Martine, pardon. Borelli Christian. Absent. Absent. Parfait, c'est terminé. Merci. J'allais poursuivre en disant qu'il y avait une question de M. Borelli, question diverse allant du jour de ce conseil, qui du coup est remise à une séance ultérieure. C'est dommage, on avait bien préparé les éléments de réponse. C'était une question importante sur la dynamique commerciale du centre-ville, mais on l'évoquera sur un conseil ultérieur. Je sais pas, côté technique, j'ai beaucoup de réverb, d'écho dans le micro. Si on peut faire quelque chose, c'est bienvenu. Non? Bon, vous me direz. Avant de rentrer dans notre ordre du jour, l'approbation des procès-verbaux, deux petits éléments d'actualité, parce qu'on ne s'est pas vu depuis le mois de juillet. Et évidemment que l'été a été... deux éléments d'actualité, une sur les suites de l'incendie de la fin du mois d'août et l'autre sur l'épidémie Covid. Sur l'incendie de la fin du mois d'août, juste pour porter à la connaissance de l'Assemblée que, de toute évidence, ce sinistre est parti du bord de l'autoroute, sans doute, selon toute vraisemblance, d'un mégot jeté par la fenêtre d'une voiture. Il s'est d'abord propagé le long du cimetière Bonne-Canouille et est monté assez rapidement au bord des Cadenières en générant des dommages assez sérieux à quelques maisons où il a été stoppé par une intervention rapide, efficace et extrêmement volontaire des pompiers, considérant que c'était l'enjeu de bloquer cet incendie avant qu'il ne se propage au Trou du Loup et ensuite au plateau. Parallèlement, l'incendie a continué à longer, c'est un petit peu mieux, merci, a continué à longer le bord de l'autoroute, au-dessus de l'autoroute, pour rentrer dans le vallon dit du Bao, où cet espace-là, peu accessible et très peu entretenu. Il y avait beaucoup de matière combustible et il a pris une dimension très importante dans ce courant circulaire, se propageant au parc de la Cigalière et au jardin et touchant quelques maisons sur le secteur de la Plaine. En termes d'étendue du sinistre, c'est relativement modeste puisque c'est un incendie de 25 hectares à peu près. En revanche, son caractère extrêmement urbain en faisait un enjeu particulièrement fort. Des sautes de feu ont eu lieu sur le parc des Amandiers jusqu'à la résidence d'Audet, dont on voit encore les traces, vous les avez peut-être vues pour ceux qui n'étaient pas venus jusqu'ici depuis l'été, les pins qui ont brûlé aux abords de la résidence d'Audet. Voilà, ça c'était pour l'information générale. On déplore 9 habitations plus ou moins sévèrement touchées, qui ont été ou qui sont encore inhabitables. Parmi ces 9 habitations, une totalement détruite par l'incendie, celle d'une agent de la ville. Les services municipaux constituant cellules de crise suivent l'ensemble de ces problématiques individuelles et accompagnent, là où c'est nécessaire, les victimes dans leurs démarches, sachant que c'est essentiellement des démarches en direction de leurs propres assurances qui, en la matière, jouent plutôt bien leur partition et leur rôle. Donc, pas d'incident particulier à déplorer.
Il restera des choses à traiter, mais la cellule risque est toujours mobilisée pour répondre aux problématiques individuelles et accompagner les habitants dans leur démarche ou dans par rapport à leurs besoins. On aura à traiter 3 espaces publics plus ou moins sévèrement touchés, le parc de la Cigalière intégralement incendié, le parc des Amandiers partiellement touché et la promenade Corot, la promenade Kyrnéa également touchée tout à fait au nord de ce dispositif. On a aussi eu l'occasion de faire un retour d'expérience avec les pompiers et à la fois sur ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Et le problème essentiel dans ce type de situation, c'est évidemment le plan de circulation, comment les choses peuvent mieux fonctionner en termes d'évacuation des habitants et de circulation des secours. C'est un travail qu'on va faire de concert avec le SDIS et avec le centre de secours de Vitrolles pour prévoir, en particulier dans ce secteur des quartiers nord, un plan de circulation de crise qui pourra nous servir à d'autres occasions. Je passe, s'il y avait des questions ensuite, on pourrait y revenir, à moins qu'il y en ait, pardon, plutôt que de passer à un autre sujet tout de suite. Est-ce qu'il y a des interventions, des questions par rapport à ce sinistre? Il n'y en a pas. Alors, deuxième sujet, le sujet du coronavirus. On espérait, lorsque nous nous sommes vus au mois de juillet, en avoir à peu près fini avec cette épidémie, ou en tout cas qu'on ne retrouverait pas de contraintes, et on s'était donné rendez-vous plutôt à l'hôtel de ville pour ce conseil du premier conseil de l'année scolaire. Il se trouve que à la fin de l'été, l'épidémie, vous le savez tous, a repris de l'ampleur et nous contraint à développer à nouveau des mesures de protection et de distanciation sociale. À ce titre, et au vu de l'intensité de l'épidémie à l'heure où nous parlons, nous avons pris la décision de nous passer, à regret, du temps convivial qui suit traditionnellement ce conseil municipal pour éviter tout risque de contagion. Concernant l'intensité de l'épidémie à Vitrolles, je le redis, comme je l'ai dit par le passé, nous n'avons pas de chiffres exacts, précis, sur la situation épidémiologique à Vitrolles. Aucune commune, mis à part les grosses communes préfectures, on va dire, n'a de chiffres précis sur la situation épidémiologique sur son territoire. Tout simplement parce que les données ne sont pas enregistrées à cette maille-là. On a des indicateurs partiels en fonction des tests qui sont réalisés dans les laboratoires vitrolais, en fonction également des cas et des cas contacts dont nous avons connaissance. Sur les cas et les cas contacts à Vitrolles, je peux vous parler des situations dans les services municipaux. À l'heure où nous parlons, nous avons identifié 12 cas de Covid-19 parmi le personnel communal, en tout et pour tout. Aucune chaîne de contagion, une suspicion de chaîne de contagion au travail. Une chaîne de contagion concernant 2 individus, c'est-à-dire qu'il y aurait une contagion possible, en tout cas suspecte, qui serait intervenue sur le lieu de travail. Pour les autres, les mesures prises, notamment de distanciation sociale, de prévention, mais aussi de quarantaine, en tout cas d'éloignement du travail des cas et des cas contacts, a permis de limiter la propagation du virus dans le personnel communal, et nous n'en déplorons pas d'autres à ce jour. Néanmoins, l'éviction du travail des cas contacts, qui elle est un peu plus massive que les 12 cas que j'évoquais, a conduit certains services à être en grande tension. Alors c'est pas toujours les mêmes et pas toujours au même moment, mais ça a été le cas des espaces verts où une base entière a été mise en cas contact et donc éloignée du travail pendant 14 jours. C'était à l'époque où on était encore sous le régime des 14 jours. Des bases propreté également qui sont touchées. Et dès qu'on est également une ATSEM, dès qu'on est en situation comme ça sur des services exposés au public, on est tout de suite en tension sur l'exercice du service public. Sur nos écoles depuis la rentrée, mis à part les cas que vous connaissez sans doute, préalables à la rentrée, qui nous ont valu une rentrée un peu complexe, notamment sur l'école des Pins, où l'ensemble de l'équipe d'enseignants a été cas contact et donc éloigné du service. Aucun cas de contagion constaté parmi l'équipe d'enseignants concernés, mais néanmoins 2 semaines d'éloignement du service, et la rentrée à l'école des Pins s'est faite avec une équipe complète de remplaçants. Elle a pu se faire néanmoins comme dans toutes les écoles de Vitrolles.
Les autres cas que nous connaissons, très peu parmi les enfants et pas de chaîne de contagion au sein des écoles, donc aucune fermeture de classe. Et quelques-uns parmi le personnel, mais là aussi, que ce soit éducation nationale ou ville, mais là aussi, pas de fermeture de classe à déplorer, juste des mesures ponctuelles à prendre ici ou là. J'en termine en rendant hommage à l'ensemble des personnels de l'éducation et de l'enfance qui mettent en place le protocole sanitaire qui permet de limiter les risques de contagion au sein de nos écoles, mais également au sein de nos crèches, et qui sont forcément sur un niveau de mobilisation qui est bien plus fort que ce qu'il ne devrait l'être en temps normal. La situation épidémiologique globale sur les Bouches-du-Rhône depuis maintenant quelques jours, et suite à la colère qui est ressortie la semaine dernière après l'intervention d'Olivier Véran jeudi dernier, les chiffres nous sont communiqués quotidiennement pour les Bouches-du-Rhône. Ces chiffres, sans être totalement rassurants, sont tous orientés à la baisse en ce qui concerne la charge épidémique. Donc nous avons plutôt une stabilisation, une petite régression mais faible de l'épidémie sur les Bouches-du-Rhône. En tout cas, rien qui ne soit particulièrement alarmant à ce stade. Il convient que nous continuions à être vigilants, à être disciplinés, à faire respecter les mesures barrières et le port du masque, afin que nous sortions le plus vite possible de cette situation d'alerte maximale qui nous concerne principalement Aix-et-Marseille, mais qui nous concerne également, et que nous puissions reprendre une vie à peu près normale. Je conclus en vous disant que dans ce contexte, nous suivons scrupuleusement les arrêtés préfectoraux. Ces arrêtés préfectoraux, toutes les limitations qui nous sont imposées, nous les suivons à la lettre. Ce qui veut dire que tout ce qui ne nous est pas prescrit est permis, tout ce qui ne nous est pas interdit est permis. Dès lors, toutes les activités prévues à notre calendrier habituel, que nous pouvons tenir avec l'accord de la préfecture, continueront à être tenues, qu'elles soient des manifestations sportives, culturelles, qu'elles soient organisées par la ville ou qu'elles soient organisées par des tiers, qui soient associatifs notamment. C'est évidemment plus simple de tout arrêter et de laisser et de prendre des mesures de précaution maximales, mais la vie sociale et la vie tout court nécessite que nous trouvions un mode de vie avec le virus, parce que cette situation est susceptible de durer encore de longs mois avant que nous sortions définitivement de cette situation de crise. Peut-être pas avec l'intensité que nous connaissons aujourd'hui, mais on pourrait avoir un phénomène cyclique de retrouver des phases épidémiologiques actives comme celles que nous connaissons en ce moment, tous les 3-4 mois, jusqu'à ce que l'épidémie s'éteigne toute seule. Voilà ce que je voulais apporter à la connaissance du Conseil avant de rentrer dans l'ordre du jour de ce soir. Est-ce que sur l'épidémie Covid, il y a des remarques ou des questions ? Il n'y en a pas non plus. Parfait. Alors, on passe à notre ordre du jour. Et pour commencer, la validation de nos procès-verbaux. 3 vous ont été communiqués, celui du 26 mai, celui du 11 juin et celui du 25 juin. Avant de les approuver à main levée, y a-t-il des observations sur ces procès-verbaux ? Il n'y en a pas. Donc, formellement, sur le procès-verbal du 26 mai, y a-t-il des votes contre, des abstentions? Approuvé, je vous remercie. Celui du 11 juin, contre, abstention, unanimité, merci beaucoup. Et celui du 25 juin, contre, abstention, approuvé également. Merci. Sur notre ordre du jour, non, tout d'abord, les comptes rendus des décisions du maire. Il n'y en a pas beaucoup. Est-ce qu'elles appellent des demandes de précision ou des questions? Il n'y en a... Oui, monsieur Sanchez. Oui, sur les comptes rendus des décisions B, C et D. C'est simplement pour savoir de quoi il s'agissait, puisqu'il n'y a pas d'explication.
En fait, les explications sont toutes contenues dans les dossiers que vous pouvez aller consulter au service de l'Assemblée, et vous avez le détail des B, comme pour la C, des questions d'urbanisme, ou voilà, des questions d'urbanisme et de foncier. Et pour la D, c'est l'association de défense des cirques de famille qui attaque notre arrêté d'interdiction des animaux sauvages dans les cirques. Du coup, il faut qu'on se défende, donc on désigne un avocat pour nous défendre. J'ai cru comprendre que nous aurions bientôt un texte national, décret ou loi, qui devrait couvrir notre arrêté. Merci. Je vous en prie. Pas d'autres remarques? Alors on passe à l'ordre du jour proprement dit. Sur l'ordre du jour, le point 19 est retiré. En fait, Vitropole Entreprendre qui envisageait sa manifestation annuelle ici même au mois de novembre reporte cet événement au vu de la situation épidémiologique et des difficultés à l'organiser, et 2 délibérations sont modifiées sur table. Vous devez les avoir à vos places, la numéro 5 et la numéro 25, mais ça ne modifie pas fondamentalement le contenu de la délibération. Est-ce qu'il y a des objections à enrôler ces modifications? Il n'y en a pas, je vous remercie. Alors, on passe donc au point à l'ordre du jour. Tac. Point 1. Comité consultatif de concertation sur le réseau antenne relais, désignation des personnes qualifiées. Je vous rappelle que nous avions déjà délibéré sur ce comité consultatif pour désigner les représentants élus au sein de cette instance. Il convient de délibérer aujourd'hui sur les représentants personnes qualifiées au sein de cette instance. On vous propose les candidatures de M. Wenger, de M. Chabrol, de M. Néry et de M. Navarro. Ces 4 messieurs, on a bien cherché à solliciter des dames, mais nous n'en avons pas trouvé sur ce thème. Donc on vous propose 4 messieurs ce soir. Y a-t-il des observations, des questions? Monsieur Ferral. Merci, monsieur le maire. Si, avec le micro, s'il vous plaît. Il marche pas? Alors peut-être qu'il faut prendre... Si, voilà, ça vient. Merci. Juste une petite question, c'était par rapport donc aux gens qui ont été désignés, qualifiés. Par rapport à la commission, enfin les gens qui ont été élus, désignés, dont je fais partie, d'après la liste du 25 juin, je n'ai pas été avisé de ceci, donc je n'ai pas pu prendre part et voilà. Donc je suis surpris. La réunion n'a pas encore eu lieu. Hein. La réunion de cette instance n'a pas encore eu lieu. D'accord, je comprends, mais les personnes qualifiées pour les désigner, il n'y avait pas de... Par qui? Par qui était-il désigné et comment? Alors, elles sont désignées ce soir par nous. Et sur les noms qui sont proposés, ils le sont à l'initiative soit des personnes qui siègent, et en l'occurrence, Monsieur Wenger, par exemple, y siégeait déjà, soit des candidatures que nous sollicitons, que nous recevons. Mais voilà, c'est libre à chacun de présenter sa candidature en la matière. Il n'y a pas de fléchage particulier, il n'y a pas d'organisation particulière. On est allé parfois solliciter, parfois les candidatures de ces personnes. On a par exemple demandé au Pacte pour la transition si parmi eux quelqu'un était susceptible de siéger dans cette instance. C'est le cas de Monsieur Navarro qui est, pas dire mandaté, mais qui est orienté par le Pacte pour la transition. Je suis désolé, mais vous avez certainement raison, mais je ne connais pas les qualifications de ces personnes. Je pense que les gens autour de la table, peut-être pas tous ne les connaissent. Voilà, c'était juste pour avoir un peu plus d'informations uniquement que d'avoir les noms des personnes présentées.
Alors, je ne peux pas vous répondre dans le détail en la matière. Ceux qui siégeaient sur la commission, en fait, c'est plutôt des personnes qui n'ont pas forcément de qualification, comment dire, professionnelle ou particulière ou technique particulière, mais qui ont un intérêt à la question et qui se sont manifestés. Et qui parfois ont développé à titre personnel des qualifications, ou en tout cas des compétences, mais sans que celles-ci ne se traduisent par un cadre professionnel. C'est un endroit où il faut être vigilant également, et même extrêmement vigilant, à éviter toute situation de conflit d'intérêts. Et nous veillons à ce que les personnes qui siègent dans cette commission, qu'elles soient élues ou qu'elles soient personnel qualifié, ne soient pas du tout impliquées auprès d'aucun opérateur de téléphonie, puisque c'est principalement de ça qu'il s'agit. Je le conçois, mais c'est dans la question, dans le texte que vous avez qui est écrit, il y a marqué personnes qualifiées. Si vous voulez savoir les qualifications de ces personnes qui sont proposées, c'est tout. En fait, c'est tout simplement... très simplement également, c'est une formule consacrée pour désigner des personnes qui ne sont pas membres du Conseil, qui n'ont pas une fonction élective et qu'on retient au sein de commissions extramunicipales ou paramunicipales au titre d'une qualification, c'est-à-dire d'un intérêt ou d'un statut. Ça peut être un membre d'une association, mais il ne s'agit pas d'une qualification au sens ressources humaines du terme, pas forcément en tout cas. D'accord, merci. Je pensais que c'était qualification technique, c'était tout. Vous avez apporté la précision. Je vous en prie. Ces précisions étant apportées, est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette délibération? Non. Qui vote contre? Qui s'abstient? Alors, ça fait 4 et 2, 6 et 2, 8. Et le reste pour. Je vous remercie. Point numéro 2. Alors, association d'aide aux jeunes travailleurs AGIT et désignation de membres, elle est purement formelle, celle-ci. En fait, on a délibéré il y a quelques semaines, je ne sais plus, peut-être le 25 juin, sur la désignation de nos représentants au sein du logis des jeunes. Or, le logis des jeunes a fusionné au sein de l'AGIT, et donc pour la forme, il faut qu'on reprenne une délibération concernant l'AGIT et en redésignant les mêmes élus qui siégeaient au sein du logis des jeunes, à savoir de mémoire Madame Amou et Madame Rafia. Des questions, des observations? Monsieur Sanchez. Oui, Monsieur Gachon. Dans cette délibération, vous proposez d'approuver la désignation de plusieurs membres de la majorité municipale au sein de l'association des jeunes travailleurs. Donc, à savoir Madame Amou et Madame Rafi. Madame Rafia. Rafia, pardon, excusez-moi. Je vous en prie. Monsieur Amar étant actuellement membre, Monsieur Amar, donc votre adjoint, étant actuellement membre du conseil d'administration, et Monsieur De Souza, conseiller municipal, étant directeur général de l'association. Ça fait 4 personnes. Je vous rappelle que nos élus de la majorité se sont engagés au profit de nos administrés. Il convient donc aux élus de se concentrer sur cette tâche lourde de responsabilité. Je serais donc étonné de voir nos élus s'engager sur un terrain qui ne concerne pas directement les vitrolets. Cette association s'engage à accompagner les migrants qui prétendent être réfugiés ou mineurs isolés. Qu'est-ce qui nous garantit que ce sont réellement des réfugiés ou des mineurs isolés? Si nous analysons subtilement la question à l'échelle nationale, on se rend compte que parmi ces derniers, beaucoup ne proviennent pas de pays en guerre ou en crise, tandis que d'autres ne sont pas plus mineurs isolés que moi je suis curé. Le droit d'asile est totalement... Autrefois, la France ouvrait ses portes à l'excellence, aux talents et aux intellectuels menacés. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. D'après le géographe Laurent Carouet, spécialiste des mobilités, la grande majorité de ces migrants proviennent des pays du Maghreb où il n'y a pas la guerre. D'autre part, j'ai pris le temps de lire attentivement l'émission dédiée à ces migrants.
J'ai été surpris Excusez-moi, par cette fièvre. juste monsieur Sanchez, Je vous ai pas interrompu, je vous interromps Non, mais jamais. vous êtes Laissez-moi complètement hors terminer. sujet, en fait. Non. Juste, je voudrais que vous atterrissiez. On est Non, à non, non, Vitrolles et je on suis parle pas- du je foyer suis des pas jeunes hors sujet, travailleurs. monsieur Si, Gaston. si, complètement. Laissez-moi terminer et après vous pourrez parler, s'il vous plaît. Je fais comme J'ai je été veux, surpris vous par cette permettrez. fièvre de générosité qui leur est accordée. À savoir, je cite, recherche de logement ou d'hébergement, établissement de demande de CMU, couverture maladie universelle, aide à la constitution de dossiers de RSA, aide à l'inscription au Pôle emploi, assistance juridique, organisation de loisirs, actions socio-culturelles et éducatives. Autant de dispositifs qui coûtent cher aux contribuables et qui ne sont pas destinés aux Français les plus précaires, comme les SDF, les retraités précaires, les jeunes Français en difficulté, notamment dans les banlieues et dans les zones. Autant de dispositifs qui sont susceptibles de créer un appel d'air à toujours plus d'immigration. Quoi de mieux pour un migrant que d'accéder à autant de prestations alors que son niveau de vie est bien inférieur à celui Alors, de son pays excusez-moi, d'accueil? monsieur Sanchez, on vous a entendu. Maintenant, vous allez soit à la Est-ce que conclusion, la France, soit vous allez à la l'État conclusion. français et les Monsieur collectivités Sanchez, ont s'il encore les vous moyens de plaît. financer une telle immigration Monsieur Sanchez, avec ou 9 millions de chômeurs, autant de est-ce que précaires, vous voulez une bien entreprise qui qu'on- ferme, une vous activité parlez économique seul, ralentie, vous un parlez pacte seul. social rompu et une menace sécuritaire toujours plus grande? Je connais Mais, toutes les réponses, monsieur Gachon. mais non, vous ne Vous connaissez. répondrez que la France est un pays d'accueil généreux Mais qui doit pas- tendre la main à son prochain. Merci. Monsieur Sanchez, votre propos, vous pourrez continuer, mais il n'y a pas de problème. Mais c'est pas une tribune nationale. Si vous voulez être député, faites-vous élire. Mais en l'occurrence, ici, on parle de la situation vitrolaise. Très bien, on lui dira. On parle de la situation vitrolaise. Et d'une. Et deuxièmement, vous chopez un sujet n'importe comment, par n'importe quel moyen pour nous vendre, nous tartiner votre idéologie nauséabonde. Donc maintenant, atterrissons. On parle de l'AJT à Vitrolles. L'AJT à Vitrolles, c'est 2 interventions. La première, le foyer des jeunes travailleurs qui est situé sur l'avenue de Marseille. Foyer des jeunes travailleurs qui, comme son nom l'indique, vise à trouver une solution logement adaptée à des jeunes gens en début de parcours résidentiel qui n'ont pas forcément ni les justificatifs ni les moyens de se loger ailleurs et qui trouvent là une première marche dans leur parcours résidentiel. Ça existait déjà, c'était le Logis des Jeunes, une association qui était très vitrolaise, qui était en difficulté et qui a été reprise en charge et accompagnée par la AJT pour pouvoir gérer ce foyer de jeunes travailleurs. Deuxième intervention sur Vitrolles, il s'agit d'une maison relais située sur le site de Fontblanche qui concerne des gens, des hommes, des femmes qui sont en situation de difficulté dans l'accession au logement et qui trouvent là un moyen de remettre un pied dans une résidence, de reprendre un parcours résidentiel normal et de pouvoir se redonner des perspectives sereines dans leur vie. Ce que vous décrivez n'a rien à voir avec la situation vitrolaise. Maintenant, vous avez cité 2 élus, peut-être qu'ils souhaitent réagir. Je laisse soin de le faire. Monsieur Amar, éventuellement, j'ai bien compris ce que vous disiez. Monsieur Sanchez. Alors, en ce qui concerne donc la AJT, je dirais tout d'abord, mais il le dira peut-être mieux que moi, que Monsieur de Souza n'est absolument pas la personne concernée puisqu'il s'agit d'un homonyme. Voilà, donc c'est pas du tout Monsieur de Souza en question. Voilà, donc ça c'est réglé. En ce qui me concerne, et effectivement, puisque nous avons des sièges au sein de ce conseil d'administration, il était tout à fait normal qu'il y ait des élus de la majorité qui siègent à ce conseil d'administration, ce que j'ai fait dans le cadre du mandat précédent. Voilà, Monsieur Sanchez. Vous y voyez plus clair, monsieur Sanchez? Donc, grosso modo, avant de partir tout seul sur un sujet que vous ne maîtrisez pas, où vous dites n'importe quoi à notre assemblée, travaillez vos dossiers. Monsieur Frédéric de Souza, ici présent, il est notoriété publique qu'il n'est pas directeur général de la AJT, mais éventuellement directeur général d'un restaurant assez bien connu, situé sur la ville de Vitrolles. Quant à monsieur Amar, il était effectivement membre du conseil d'administration, mais la présente délibération vise à l'y remplacer. Donc, maintenant, on vous a entendu,
ou on ne vous a pas écouté parce que de toute façon, ça n'avait aucun intérêt ni aucune réalité vitrolaise. Et donc, je vous propose de désigner, comme vous l'avez déjà fait lors d'une précédente délibération, puisque, si vous avez bien compris, elle annule et remplace la précédente, Madame Hamou et Madame Raffia au sein de cette association. Madame Raffia voulait intervenir. Je lui laisse le soin, la parole. Merci, Monsieur le maire. Je voulais juste suggérer à Monsieur Sanchèche, en étant donné qu'il a filmé son intervention, de bien vouloir, qu'il aurait dû aussi filmer les réponses, tout simplement. Effectivement. Très bien, merci. On passe au vote. Sur cette désignation, qui est contre, qui s'abstient à l'unanimité, je vous remercie. Alors, on va la refaire, mais au moins on verra, tout le monde verra. Donc, sur cette désignation, au sein de la AJT, qui s'abstient, qui est contre, 4. Très bien, c'est noté. Pour le reste, je vous remercie. Point 3, autorisation de poursuivre, comptable public. Monsieur Amar, vous avez la parole en tant que grand Manitou de la AJT et autres billevesés. Merci, monsieur le maire. Concerne une autorisation que nous devons donner en début de mandat et qui est valable pour tout le mandat. C'est une autorisation que l'on donne au comptable public de poursuivre pour les titres émis et non honorés, avec des seuils d'intervention. Par exemple, pour tout ce qui est procédure de saisie-vente, un seuil à 250 €. Alors il y a des seuils tout simplement par rapport au coût des procédures qui ne justifient pas forcément les procédures. Voilà, monsieur le maire. Merci. Des questions? Il n'y en a pas. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci. Monsieur Amar, également sur le point 4, la décision modificative numéro 2 pour notre budget principal. Bien. Merci, monsieur le maire. Cette décision donc modificative, qui est la numéro 2, concerne donc un certain nombre d'opérations, de petites opérations d'investissement, de réparation, de travaux, pour un montant de 456 000 €. Parmi ces dépenses, donc acquisition d'instruments pour le conservatoire et également tout ce qui touche aux illuminations de Noël. Donc un montant de 456 000 € moins 100 000 €, ce sont des provisions pour des réalisations effectuées, ce qui nous amène à 356 000 €. 356 000 € puisque la délibération la décision modificative doit être équilibrée. 356 000 € qui sont financés par la taxe d'aménagement. Oui, c'est ça, c'est la taxe d'aménagement du même montant. Donc on a bien une délibération équilibrée. Des remarques, des questions sur cette décision modificative numéro 2? Il n'y en a pas. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? J'imagine monsieur Sanchez également. Oui. Alors vous êtes pour, donc on va la refaire. Sur la décision modificative numéro 2, point 4, qui s'abstient? 4. Qui vote contre? Aucun. Merci. Je pense qu'on devrait y arriver. Point 5, demande de subvention au ministère de la Transition écologique et solidaire dans le cadre du dispositif certificat d'économie d'énergie pour le programme Alvéole. Alors, c'était un sujet à la fois financier, parce que c'est une demande de subvention, mais c'est surtout un sujet mobilité. En l'absence de Katia Lennert, il y a peut-être des compléments à apporter. Monsieur Amar, monsieur Gardiol. Alors, je me bornerai aux compléments liés aux finances. Donc c'est une délibération qui concerne une demande de subvention dans le cadre d'un dispositif national d'aide et de soutien pour faciliter justement le déplacement doux et favoriser l'utilisation du vélo. Nous sommes sur un budget de 45 000 € hors taxe d'installation d'arceaux et éventuellement d'abris vélo sur des installations municipales, des écoles, des lycées et des équipements publics. Le montant de la subvention demandée est de 25 000 €, ce qui représente le maximum possible, c'est-à-dire 60% de la demande de subvention. Philippe. Monsieur Gardiol. Oui, quelques mots juste pour vous dire que
La question des mobilités est au cœur de la transition écologique telle que nous l'avons abordée durant la campagne et telle que nous la travaillons depuis que nous sommes élus. C'est un élément important du pacte pour la transition écologique. Et cette délibération est le premier signe, je dirais, ou en tout cas un signe concret des efforts que nous souhaitons engager pour favoriser la pratique du vélo et des mobilités douces en ville. Certains dans cette salle ont légitimement, il y a quelque temps, montré leur impatience de voir à quel moment nous allions commencer à montrer que des éléments concrets. Cette délibération, c'est un des premiers éléments concrets. Sachez que la transition écologique, nous y travaillons au quotidien, que c'est un travail difficile, long, complet, sur lequel nous avons non seulement une exigence de moyens, mais aussi une exigence de résultats, et que la pratique, encourager et faciliter la pratique du vélo est un élément décisif, à la fois pour une question de santé, mais aussi pour les questions de lutte contre la pollution, et pour avoir une manière aussi d'appréhender la ville d'une manière un peu différente. Il y aura évidemment un plan beaucoup plus large de mobilité qui intégrera des variations de vitesse selon les quartiers, mais favoriser la pratique du vélo en installant des dispositifs de sécurité est un premier élément qui nous paraît particulièrement incitatif. Pour finir, dans quelques temps, il y aura aussi à Pierre-Planté des garages, enfin on peut appeler ça des garages, oui, sécurisés, fermés, qui permettront aux vitrolets dans le bus et de se rendre à la gare routière en vélo, ce qui fera ainsi un cercle vertueux pour toutes celles et ceux qui pourront utiliser ce mode de déplacement. Voilà. Merci. Des remarques, des questions? J'ajoute que à cette délibération, il y a un programme qui était déjà engagé sur l'équipement de certaines écoles en arceaux. Il y avait un programme d'installation d'arceaux qui est complémentaire du dossier que nous présentons ce soir, des arceaux notamment à l'intérieur des écoles pour permettre aux enfants de venir en vélo et d'y laisser leur vélo toute la journée. Ce sera pas sur toutes les écoles, mais sur les écoles où c'est possible et où ça nous a été demandé. Des arceaux devant certains équipements Gardiol, qui lui est pris en charge par la métropole en dehors de ce dispositif alvéole et qui concerne une consigne à vélo. C'est un genre oui, c'est ça, c'est un genre de consigne à vélo qui a la taille d'un container. Des questions? Non, il n'y en avait pas. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Point 6. Information du conseil municipal sur les décisions prises en matière de marché public. Il est de coutume de se demander directement s'il y a des questions, tant la technicité de ce dossier renvoie à des cas particuliers. Donc des questions pour Monsieur Houllier? Il n'y en a pas. Désolé Gérard. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? 4. Je vous remercie. Point 7. Convention modificative entre l'association Vitrolette de défense des animaux et la commune de Vitrolles pour la stérilisation et l'identification des chats errants. Et j'ajoute le point 8 et on va traiter les deux en même temps. Convention entre vétérinaires de toute urgence et la ville de Vitrolles relative aux soins aux animaux accidentés capturés sur la voie publique. Madame Michel, vous avez la parole sur les deux délibérations. Merci Monsieur le maire. Ces deux concernent la protection animale. Donc la première, c'est de convenir la VDA, l'Association vitrolaise des défenses des animaux, dans son travail pour la régulation de la prolifération des chats, en leur versant une contribution forfaitaire de 1 500 € par an. Je ne rentre pas dans le détail. La deuxième, c'est une convention que nous passons avec Vétérinaires de toute urgence, qui définit les modalités d'application du service de secours d'urgence aux animaux errants trouvés blessés sur le domaine public, quels que soient les animaux et leur nationalité, j'avais envie de dire, parce que j'étais... Voilà, j'avais envie de dire... Non, je dis rien. Voilà, donc tout est écrit dans la convention, mais si vous avez des questions, je peux y répondre. Des remarques, des questions pour Madame Michel? Il n'y en a pas. Ça veut dire qu'un berger allemand, on traite quand même? Oui. Bon. Voilà. Allez, on passe au vote. Ça peut durer, hein. Les vaches Highlands, enfin bon. Mais c'est rare qu'on trouve une vache Highland au milieu de la rue Vitrolles. On passe au vote. Qui est contre?
Pardon, il faut les voter l'une puis l'autre. Donc sur la 7 tout d'abord, qui est contre, qui s'abstient, unanimité. La 8 qui est contre, qui s'abstient, unanimité. Merci. 9, personnel communal, municipal, versement d'une prime de Noël pour 2020. Oui, mais Monsieur de Souza, quelques explications, et puis vous enchaînez 10 et 11. Merci, Monsieur le maire. Donc, pour la délibération 9, il s'agit donc du versement de la prime de Noël de 2020, comme cela se fait chaque année. Le montant est fixé à 1 300 € brut pour une année civile au service complet et versé donc au mois de novembre. Et à cela se rajoute également donc pour les apprentis une prime fixée à 240 € net. Les agents concernés devront être sous contrat validé à date du 1er décembre. Y a-t-il des questions ? On passe au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Unanimité. Merci à tous. Et merci pour les agents. Délibération numéro 10. Donc, il s'agit de la modification de la délibération que nous avions fait donc, le 25 juin 2020, relatif aux modalités d'attribution d'une prime exceptionnelle dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie Covid-19. Donc, il s'agit donc d'un même délibération, mais qui est élargi à l'attribution aux vacataires. Je ne rentre pas dans les détails, nous en avons déjà discuté précédemment. Y a-t-il des remarques, des questions? On va passer au vote. Allez. Y a-t-il des votes contre? Abstention? Unanimité, monsieur le maire. Poursuivez, c'est parfait. Donc, point numéro 11. Transformation des postes statutaires. Donc, c'est un peu le marronnier, comme nous en avons pris l'habitude. Vous avez donc la liste des créations de postes. Donc, y a-t-il à ce sujet-là des questions, des remarques? Pas de questions à Monsieur Sanchez. Ouais, juste brièvement, on constate qu'il y a 17 postes qui ont été créés. Donc voilà, si vous pouvez nous expliquer brièvement, si vous pouvez nous donner quelques explications sur les besoins. Alors, les créations de postes ne correspondent pas forcément à des recrutements. Il faut bien préciser les choses. Donc, c'est des créations qui permettent de rajuster sur les fiches de paye et donc de rajuster donc les intitulés des postes au personnel qu'ils occupent en fonction de la technicité qu'ils occupent à ce moment-là ou du grade qu'ils occupent à ce moment-là. Ok, merci. On va passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Abstention? 4. Merci à vous. Merci, Monsieur de Souza. Point 12, renforcement des mesures de soutien économique, exonération loyer et charges pour la crise sanitaire. C'est une délibération purement technique. Madame Chauvin, quelques précisions. Oui, quelques précisions. C'est suite à la délibération du 11 juin 2020. Ça concerne les commerçants qui sont locataires de la ville. On avait décidé de suspendre le paiement des loyers pendant 3 mois. Et puis le Trésor public a expliqué qu'on pouvait faire beaucoup plus, qu'on pouvait carrément les exonérer, c'est-à-dire qu'ils n'auraient pas besoin de payer ce loyer. C'était suite à la crise Covid. Bien entendu, c'est pour les commerçants qui sont donc locataires de la ville. On n'est pas allé chercher ni leur nationalité, ni leurs origines, ni le lieu où ils sont nés, voilà. Donc, je soumets cette délibération au vote du conseil municipal, sachant qu'elle avait déjà été votée favorablement au mois de juin et que là, c'est juste un renforcement. Alors, juste pour préciser, c'est la même délibération. C'est un renforcement sémantique, mais en fait, le trésorier payeur nous demande de suspendre. Ça pouvait avoir un côté imprécis, de savoir si on allait percevoir ses loyers après, etc. Donc il veut qu'on formule clairement que c'est une exonération des 3 mois de loyer, mais finalement c'est exactement la même approche que celle que nous avions prise au mois de juin. Des questions? Monsieur Ferral. Merci, monsieur le maire. Il est vrai qu'on avait déjà vu la liste proposée. Cependant, je comprends très bien qu'il y a des exonérations pour les entreprises de bouche, mais il y a des entreprises que je vois de BTP, comme la SNEF,
BS Fusion, il y a aussi Eureka qui est une boîte d'intérim, et je voulais savoir à quel titre on les exonère, même s'ils ont eu peut-être des difficultés, mais c'est des grands groupes, surtout la SNEF par exemple. Voilà, c'était juste dans ce sens que je posais la question. Madame Chauvin? Parce que ce sont des locataires de la ville. Je ne pourrais pas vous en dire beaucoup plus. Peut-être le service pourrait préciser. Juste, la logique, elle est très simple. C'était de considérer que l'ensemble des entreprises qui sont locataires de la ville ont eu, pendant la durée du confinement, un arrêt total d'activité. Et qu'à ce titre, en tant que, on fait ce qu'on peut, en tant que soutien à l'activité économique, et sans aller chercher qui a été impacté comment, où il faudrait à ce moment-là rentrer dans les réalités comptables de ces différentes entreprises, et que nous n'avons ni les moyens ni le pouvoir, nous avons pris une décision globale d'exonération du loyer pendant la durée du confinement pour tous nos locataires, quelle que soit leur activité. Oui, d'accord, je conçois, mais il y a quand même des entreprises qui sont quand même, comme je disais tout à l'heure, des gros groupes. Je pense à la SNEF quand même, et BS Fusion qui est quand même une grosse entreprise qui génère quand même plus de 3 millions d'euros. Donc je comprends qu'il faut aider les petites entreprises qui sont chez nous, au contraire il faut continuer à les aider massivement, mais les gros groupes je trouve que c'est un peu dommage. Je comprends enfin je pense que tout le monde comprend votre remarque, mais en même temps, je le redis, c'est entrer dans une distinction de nos locataires sur des critères que nous n'avons pas. La taille de l'entreprise ne saurait être un indicateur de sa fragilité ou de sa situation financière. Évidemment que c'est sans doute une goutte d'eau pour les entreprises que vous décrivez. Il est plus simple et plus sain pour nous de procéder à une mesure globale, générale, qui touche principalement des locataires qui sont des petites entreprises et qui profitent marginalement aux autres. La même remarque sur une autre délibération que nous avons prise pourrait être portée sur la TLPE. On a exonéré de taxes locales sur la publicité les entreprises pendant la durée du confinement, quelles que soient ces entreprises, même celles d'ailleurs qui ont très bien fonctionné sur la période. On n'a pas trié pour savoir, parce qu'on n'en a pas les moyens, pour savoir si telle entreprise avait plutôt fait son beurre pendant le confinement, même s'il y en a peu, mais il y en a quelques-unes, ou si telle autre avait été en grande difficulté. On prend des mesures globales de soutien à l'économie. Tout simplement, je vous rappelle que nous n'avons pas la compétence économie, nous n'avons qu'une compétence liée, nous n'avons pas de possibilité d'intervention spécifique sur les entreprises, nous sommes obligés de prendre des procédures un peu plus générales. Je rajouterais que ça crée des emplois sur le territoire, ça génère des emplois pour les personnes qui sont employées, pour les familles qui sont derrière, et qu'on ne va pas justement chercher ce qui s'est passé dans les comptes des entreprises, et que ce qu'on veut, c'est vraiment aider les gens qui sont sur le territoire et pas forcément donner un coup de pouce à ces grandes entreprises. Et pour moi, c'est exactement la même démarche, mais pour les gros groupes comme BS Fusion, qui génèrent plus de 3 millions d'euros, je préfère qu'on aide des petites entreprises qu'on a chez nous qui ont beaucoup de mal à survivre, des brasseries, des restaurants, qui sont dans la difficulté au quotidien et qui encore continueront à être en difficulté malheureusement et chez nous. Monsieur voilà. Ferrand, et Monsieur le maire, vous avez parlé tout à l'heure par rapport à la TLPE. Oui, on en avait discuté en effet, et on avait fait aussi des remarques par rapport aussi aux différences entre les enseignes lumineuses, si vous vous rappelez. Alors ça c'est un autre sujet. Les enseignes lumineuses, c'est un autre sujet, et l'évolution de nos règles d'attribution, de perception de la TLPE vont évoluer. Mais ça, c'est un autre sujet. Je parlais bien de l'exonération de TLPE que nous avons délibérée, et je vous le redis, Monsieur Ferral, on peut être sur le fond d'accord avec vous, mais la réalité du fonctionnement de notre collectivité et de nos moyens ne nous permet pas d'avoir des éléments statistiques, juridiques, des informations qui nous permettent de trier entre les entreprises que vous décrivez. Parce que vous pouvez aussi avoir parfois, sous une apparence de PME locale ou d'artisan local, peut parfois se cacher un gros groupe et inversement. Donc, sans tenir à une règle de portée générale et qui s'applique à tous pendant la durée du confinement,
Je pense que c'est simple. On serait sur une règle plus durable et structurante. Il faudrait trouver un autre système. Mais là, on est sur une règle générale qui s'applique à tous, sur une durée courte, enfin courte, trop longue, mais sur une durée précise, et qui permet de couvrir l'ensemble des situations. Dans le cas d'une politique publique, ça ne serait pas acceptable. Dans le cas d'une mesure d'urgence, ça se justifie. C'est un peu le message que je voulais faire passer. Si vous avez une idée légalement acceptable pour arriver à trier les entreprises au regard de ce que vous décrivez, et qui soit à notre portée juridique, j'entends, on est preneur, ma foi, mais pour le moment, force est de constater que nous ne l'avons pas identifié et que nous vous proposons du coup cette mesure générale que nous avons déjà votée d'ailleurs. Vous parlez d'une idée, j'en ai une peut-être, je ne sais pas si elle vaut vraiment son pesant d'or, mais il y a des sites sur Internet, société.com, qui donnent des informations sur les sociétés en question. Ça n'est pas opposable, Monsieur Ferral, ça n'est pas tenable. Nous ne pouvons utiliser que les données que nous convoquons. On ne peut pas faire des enquêtes sur les entreprises pour savoir ce qu'elles sont avant. Elles sont nos locataires. Et c'est le seul élément qui fasse foi. Bon, je pense que ce débat pourra se poursuivre ultérieurement et il est pas inintéressant au regard de l'implication qu'il a sur des politiques à venir et non pas strictement sur la question du confinement. Oui. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? 2 plus 2. Les autres pour. Merci. Point 13 et suivant. 13, 14. C'est des points urbanisme. Et il s'agit d'une session... et de 2 sessions. Non, d'une session. Oui, c'est ça, de 2 sessions. Madame Morbelli, point 13. Merci. Sur le point 13, c'est une acquisition, c'est une réévaluation d'une parcelle qu'on se doit d'acheter pour créer un centre giratoire sur la RD20. Donc il avait un petit souci d'arpentage, donc il y a plus de mètres carrés que prévu, sachant que c'est réglementé dans le cadre des domaines. Donc au lieu de 4 000, on est à peu près à 6 000 euros. Pour la deuxième, c'est une habitude que nous avons, c'est une rétrocession d'un délaissé à une famille qui s'en porte acquéreur et qui permet de régulariser ce délaissé qui en général sont souvent occupés. Voilà, monsieur le maire. Je vous remercie. Des questions? Il n'y en a pas. On passe au vote sur la 13 tout d'abord. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. 14. Qui est contre? Abstention? Unanimité. Merci beaucoup. Point 15. Contrat de partenariat entre la ville de Vitrolles et l'association Run Your Town pour l'organisation de l'événement Run Your Town 2021. Et ensuite, il y a une autre question liée aux associations. Monsieur Gesnet, pour la 15 et la 16. Merci Monsieur le maire. Donc pour la délibération numéro 15, il s'agit d'un contrat de partenariat entre la ville de Vitrolles et l'association Run Your Town. Vous savez que l'édition de cette année a été annulée. À ce titre, d'ailleurs, une précision, cette annulation a entraîné un remboursement de 30 000 euros, donc du montant qui s'élevait sur la précédente organisation. Donc le report de cette organisation sera le dimanche 5 septembre 2021 et il s'agit ici de voter ce contrat de partenariat en espérant que, bien entendu, cette manifestation puisse se tenir, mais d'ici septembre 2021, on a le temps de voir venir. Voilà pour la première. Et pour la seconde, il s'agit d'une convention de mise à disposition à titre gracieux de locaux municipaux pour 4 associations, Vitrolles en transition, Musicex, Kitcopter et Pavillon du bien-être. Donc on vous propose d'autoriser Monsieur le maire à pouvoir signer des conventions de mise à disposition gratuite de nos locaux municipaux. Question, observation, Monsieur Sanchez. Oui, bon, tout d'abord je salue cette association, et puis ça fait vivre la ville, c'est très bien. Et par contre je me demandais comment était utilisée cette somme de 30 000 euros pour cette association qui se dit à but non lucratif. Vous parlez de Run Your Town? Oui. D'accord. J'ai essayé également que j'ai appris que également à Salon il y a eu aussi le même cursus d'organisation. Je voulais savoir s'ils étaient subventionnés aussi sur Salon. Et surtout comment était utilisée cette somme de 30 000 euros. Très bien.
Monsieur Gesnet, vous avez l'élément de réponse, sinon Monsieur Amar, qui a suivi ce dossier l'année dernière. Alors en fait, Run Your Town, c'est une association qui a vocation à organiser ce type de manifestation pour des municipalités ou pour des collectivités. La répartition de la charge s'établit financièrement de cette manière-là, c'est-à-dire qu'on a une contribution de la ville pour permettre cette organisation. Ces 30 000 euros, si on veut focaliser là-dessus, concernent tout ce qui est mis en place de l'ingénierie de la manifestation. Après, il y a d'autres sources qui viennent, d'autres sources financières qui viennent compléter le montant de la manifestation, notamment des partenariats financiers avec des entreprises. Et pour faire le parallèle avec Salon, effectivement, c'est le même modèle, on est sur le même modèle, sauf que Salon, ça fait des années que Run Your Town travaille avec eux et qu'ils arrivent pratiquement à l'équilibre avec le partenariat qu'ils établissent avec la ville et le tissu économique de cette ville. Voilà, globalement ce qu'on peut dire. Vous êtes satisfait des réponses, en tout cas, vous n'avez pas de questions supplémentaires, Monsieur Sanchez? Parfait. On passe au vote dès lors. Point 15, qui est contre, qui s'abstient, à l'unanimité, merci. Point 16, qui est contre, qui s'abstient, unanimité, oui, même ça. 2 secondes. Question sur le point 16. Oui. La mise à disposition, elle est permanente sur toute l'année ou c'est juste une mise à disposition tel jour, de telle heure à telle heure? Monsieur Gesnet. C'est pour les activités scolaires, donc c'est pendant l'année scolaire 2020-2021. Donc cette disposition, elle est ponctuelle selon un planning, un calendrier qui est positionné avec la direction de la vie associative. Et donc l'intérêt, c'est pas tant le nombre de dispositions, c'est plutôt la gratuité. Parce que d'habitude, les associations qui demandent des locaux doivent au minimum financer la demande de locaux. Elle n'est pas gratuite habituellement. Là, du coup, elle sera gratuite pour toute l'année 2020-2021 pour ces 4 associations que j'ai précédemment citées. D'accord. Et justement, par rapport à ces associations, est-ce que vous pouvez nous les présenter, s'il vous plaît? Alors, c'est pas exactement. Oui, je peux vous en présenter rapidement. C'est pas tout à fait le moment de faire de la promotion associative. On a un conseil municipal. Rapidement, Vitrolles en transition était une association écologiste. Vous devez la connaître puisque ça parle d'écologie. Donc, je vous la présente, mais vous la connaissez. Ensuite, Musicex, c'est une association qui promeut la musique classique. Ensuite, Kitcopter, c'est une association de maquettistes. Et enfin, Pavillon du bien-être, c'est comme le Port Salut, c'est marqué dessus. C'est une association qui œuvre pour la santé et le bien-être de tous. D'autres précisions ou on pourra passer au vote? Ça va, Véro? Très bien, merci. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Point 17. Attribution de subventions dans le cadre de l'appel à projet 2020 du plan de lutte contre les discriminations, le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. Je pense qu'on va refaire un stage au conseil municipal. Monsieur Mangeot, quelques mots. Comme vous le savez, ce plan de lutte s'appuie beaucoup sur le volet associatif. Donc, dans ce cadre-là, tous les ans, un appel à projet est lancé aux associations partenaires. Pour l'année 2020, vous avez donc, dans la délibération, une série de subventions que nous attribuons donc à ces associations partenaires. Y a-t-il des questions? Je brûle d'impatience, Monsieur Sanchez. Nous vous écoutons. Vous n'avez pas un petit problème de narcissisme? Parce que chaque fois que vous prenez la parole, vous vous filmez. C'est inquiétant. Juste pour information, vous pouvez vous en passer. Le conseil est filmé par les moyens de la ville. Il n'est pas utile, à moins que vous vouliez absolument vous voir en gros plan, d'utiliser vos propres moyens. Je suis même pas sûr que ce soit tout à fait légal. Mais je vous cède la parole et vos films ne nous posent aucun problème au demeurant. Je peux continuer? Je vous en prie, commencez. Merci, c'est tout à fait légal, hein, je le précise. Donc, Monsieur le maire, dans cette délibération, vous proposez d'attribuer une enveloppe financière municipale
dans le but de développer des actions dans le cadre d'un plan de lutte contre les discriminations, le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. Donc le plan PLC-DRAHWXYZ. L'attribution de subventions allouées aux associations est proposée dans une seule et unique délibération. Or, je demanderai à la majorité municipale s'il est possible de voter subvention par subvention. Mais ça m'étonnerait que vous acceptiez. En effet, l'enveloppe financière que vous proposez s'élève à 11 600 € pour des associations grassement subventionnées par la commune de Vitrolles, en particulier des associations qui ne méritent pas de recevoir autant d'argent, à savoir l'association Vatos Locos Vidéo, déjà subventionnée à hauteur de 88 000 € par an, et le centre social Calcaïra à hauteur de 84 000 € par an. D'autre part, derrière cette noble cause à laquelle est engagée la municipalité sur la lutte contre les discriminations et la haine, je voudrais vous poser une question toute simple, monsieur le maire. N'en avez-vous pas assez de faire de l'idéologie permanente auprès des jeunes? Pensez-vous sérieusement que notre société est discriminante et raciste? Personnellement, je pense que non. Bien au contraire. La France est un pays généreux qui accorde les mêmes droits et devoirs à nos concitoyens, quelles que soient leurs différences et leurs origines sociales. Par ces dispositifs socio-éducatifs, vous entretenez un climat anxiogène et vous saturez l'esprit des jeunes générations qui n'ont autre chose à faire que d'écouter toujours à longueur de journée les mêmes rengaines qui finissent par ne plus être prises en considération, tellement on en parle. D'autant plus que c'est à l'école de la République d'assurer cette mission. Vous n'avez donc pas à vous substituer à l'école. Que disent les jeunes générations aujourd'hui? Je cite, « Ils nous gavent avec leurs sermons et leur pédagogisme moralisateur. » On ne doit pas rencontrer les mêmes. Proposons-leur donc autre chose, comme des dispositifs à l'orientation professionnelle, des accompagnements à l'insertion, à la citoyenneté, la solidarité auprès de nos anciens ou l'accès aux technologies numériques et au savoir-vivre à la française. Ensuite, je voudrais revenir sur un principe qui me contrarie, à savoir la lutte contre les stéréotypes, dans le cadre du projet Stéréotypos, proposé par le centre social Calcaïra. Les stéréotypes font partie de la diversité de chaque individu, qu'il s'agisse des traits de caractère, des particularités de chacun, des habitudes auxquelles se réfèrent les individus par rapport à leur patrimoine génétique. En luttant contre les stéréotypes, vous semez la confusion dans la diversité humaine que nous aimons. Vous contrariez le déterminisme de la nature tel qu'il a été créé à l'origine. Et vous désorientez l'esprit des jeunes dans une société aseptisée et conformiste. Et ce modèle de société pour les Vitrolais, nous le refusons. Et c'est la raison pour laquelle notre groupe votera bien sûr contre cette délibération. Merci. Vous savez quoi, monsieur Sanchez? Je suis très heureux que vous votiez contre. Parce qu'au moins, vous sortez du bois. Et je vous félicite d'assumer votre idéologie nauséabonde. Mais jusqu'au bout. Au moins, les choses sont claires. Parce que si vous considérez, monsieur Sanchez, qu'un stéréotype, c'est bien, qu'un stéréotype, c'est de la diversité, c'est que vous n'avez même pas la culture de lire le dictionnaire. Un stéréotype, c'est une idée toute faite. C'est un préjugé. C'est de se dire que quelqu'un est ceci ou cela, juste parce qu'il appartient, selon vous, à telle catégorie ou à telle catégorie. Le stéréotype, c'est la diversité pour les nuls. Donc ça, je crois, effectivement, que vous faites la démonstration de la nullité de votre argumentation. Maintenant... Les gens jugeront. Hein. Bien sûr, n'en doutons pas un instant. Avant de clôturer, je ne voudrais pas clôturer le sujet, parce que je sais qu'il y a de l'envie de dire... Je vais donner l'occasion à quelques-uns des élus, pas tous, s'il vous plaît, de s'exprimer sur ce sujet. J'ai vu que Véronique Sahin souhaitait parler, Monsieur Sora, Madame Morbelli, et je conclurai. Madame Sahin. Oui, je tiens tout simplement au nom de notre groupe, je m'insurge contre les interventions actuelles de Monsieur Sanchez, qui prend prétexte
du contexte associatif pour en faire une tribune politique. Je suis désolée, Monsieur Sanchez, c'est inadmissible. Merci, Mme Savin. Monsieur Sora. Oui, moi je vais vous parler à la fois en tant qu'enseignant, puisque en plus je suis enseignant d'SES. Donc mon objectif à moi, c'est d'enseigner justement que les stéréotypes sont une construction sociale qu'il est nécessaire de déconstruire pour lutter contre les discriminations. Si vous osez dire aujourd'hui que la discrimination n'existe pas, début de votre propos, alors comment expliquez-vous, par exemple, que l'on constitue une haute autorité de lutte contre les discriminations? Comment expliquer que des personnes, selon leur origine, doivent, plus que les autres, pour accéder à un emploi, donner des CV avant d'avoir un rendez-vous? Et vous trouvez ça normal en plus? Il n'y a aucun problème. Les stéréotypes, on peut en faire, hein, ils évoluent avec le temps. À un moment donné, les stéréotypes, par exemple sur la femme, c'est qu'elle était moins intelligente que les hommes. Et donc du coup, il ne fallait pas les éduquer. Ah bravo le stéréotype. On a aussi le stéréotype où la femme n'accède pas en politique. Ah ben bravo le stéréotype. Aujourd'hui, elles ont démontré qu'elles le pouvaient. Et des stéréotypes comme ça, il y en a plein. Et vous n'arrêtez pas en plus de les proférer dans cette salle en disant « on jugera ». Mais oui, on juge. On juge parce que vous dites absolument n'importe quoi. Quand vous dites que le stéréotype c'est la diversité, c'est le contraire de ça. C'est le contraire. Quand vous dites que la discrimination n'existe pas, c'est totalement faux et on ne fait que l'enseigner scientifiquement. Et en plus, derrière, vous allez dire, mais pourquoi on ne met pas les sous de l'éducation nationale dans la formation, dans l'orientation, etc. Mais c'est ce que font les enseignants. On n'a pas attendu votre idée géniale. On le fait. Donc, je trouve réellement inadmissible et abject que vous osiez proférer des mensonges et une idéologie pareille, une pensée pareille au sein de ce Conseil. Merci, Monsieur Sora. Madame Morbelli. Monsieur le maire l'a évoqué, vous sortez du bois. Mais vous n'êtes pas les premiers à être venus sur Vitrolles et à avoir des idées nauséabondes. Je m'en rappelle, il n'y a pas très longtemps de ça, d'un livret blanc qui rappelait que ce qui est intéressant, c'est d'avoir un vote par famille au prorata du nombre d'enfants. Qui veut dire que votre groupe, à ce moment-là, demandait la suppression des votes des femmes. Voyez-vous, vous êtes tout près encore de cette thématique. Sans parler du reste, c'est tellement affreux et sale, ça mérite même pas qu'on l'évoque. Mais reste néanmoins que les femmes aujourd'hui ont des salaires moindres, reste encore que certaines n'accèdent pas à l'emploi. Et si nous ne sommes pas défenseurs de l'article 1er de la Constitution française, monsieur, je me demande qui est français ici. En tout cas, vous ne ressemblez pas et vous ne portez pas les valeurs de la République qui en ont fait ses fondements et son esprit. Bien. Très bien. Vous n'avez pas dit ça, mais souffrez qu'on lise entre les lignes. Je vois bien comment vous anglez votre intervention, Monsieur Sanchez. Vous attrapez dans cette proposition 2-3 sujets et vous essayez d'en faire un amalgame un peu globalisé. Tout d'abord, vous n'avez pas le droit de remettre en cause sans aucun élément, l'activité d'association. Moi, je suis tout à fait disposé à en discuter dans cette assemblée de chaque association vitrolaise, mais en ayant à ce moment-là des questions, des remarques, des sujets, bref, en ayant un petit peu travaillé ces interventions. Vatos Locos Vidéo. Non, Monsieur Sanchez, vous n'avez pas la parole et je continuerai. Vatos Locos Vidéo, Calcaera, puisque vous les avez cités. C'est quoi le problème? C'est quoi votre problème? C'est quoi le sujet? Vous répondrez si vous le souhaitez, mais vous attendrez que j'ai terminé, s'il vous plaît. Donc, première chose, celle-ci. Vous mettez en cause des associations. Qu'avez-vous à dire? Parlons-en. Moi, j'ai pas peur, mais je pense que vous êtes un peu léger sur le sujet. Ensuite, vous nous développez une théorie, parce que ça relève d'une théorie, qui est absolument ahurissante.
où globalement, vous êtes en train de nous dire que notre pays va très bien, qu'il n'y a absolument pas de montée de haine, absolument pas de difficultés dans notre pays de vivre ensemble, qu'il n'y a absolument pas de problème de préjugés, mais on ne va pas vivre dans la même France en fait. Moi je vis dans une France où on a des féminicides quasiment un par jour. Moi je vis dans une France où les crimes antisémites ont augmenté au cours de ces 10 dernières années. Moi, je vis dans une France où on a assassiné des journalistes parce qu'ils avaient une idée différente, au nom d'une idéologie nauséeuse. Moi, je vis dans une France où un gamin qui s'appelle Mamadou et qui vit au quartier des Pins, ben, il a un peu moins de trouver son stage de 3e que mon fils qui est au collège Camille Claudel et qui s'appelle Samuel Gachon. Moi, je vis dans une France comme ça. Et j'essaye de la prendre telle qu'elle est. Et j'essaye de les faire évoluer dans un sens du respect, dans le sens de casser ces prédéterminations, d'amener un gamin à pas considérer que le gars qui est en face de lui c'est un ennemi parce qu'il a un nom juif, d'amener une fille à pas considérer qu'elle est condamnée à l'enfermement, mais qu'elle a le droit de s'épanouir et d'avoir un métier de mec si ça lui chante. Casser les stéréotypes, c'est permettre à une gamine, un jour, d'être chauffeur de bus si elle a envie. Casser les stéréotypes, c'est dire à un gamin juif qu'il n'est pas obligé d'aller à la synagogue toute sa vie. Casser les stéréotypes, c'est essayer d'éviter, effectivement, et c'est sans doute ce qui vous dérange le plus, que les gens soient trop sensibles aux idéologies nauséeuses que vous leur communiquez. Alors oui, vous avez raison de voter contre, parce que c'est très politique. C'est très politique. Parce que nous cherchons une France du respect, une France du vivre ensemble, une France de la paix. Et que cette France du respect, du vivre ensemble et de la paix, elle ne peut pas voter pour le Front National. On passe au vote. Qui est contre ? Merci. Qui s'abstient ? Merci. On passe au point 18, dérogation collective du maire au principe de repos dominical pour la branche des commerces de détail et des hypermarchés et des centres commerciaux. Bref, vous connaissez l'histoire. On a voté récemment une modification pour l'année 2020 et il s'agit là de voter les dimanches de 2021. Madame Chauvin. Oui, bah presque tout a été dit. Donc on a droit à une dérogation collective de 12 dimanches travaillés. La commune souligne la nécessité de préserver l'activité commerciale sur le territoire communal face à la concurrence accrue des zones commerciales périphériques. Donc ça concerne 2 branches, la branche des commerces de détail, des hypermarchés, des centres commerciaux et la branche des commerces de l'automobile. Donc il va y avoir des raisons pour, par exemple, le 10-17 janvier pour les soldes d'hiver, 27 juin ou le 4 juillet pour les soldes d'été, et là je vous passe le reste. Donc je soumets cette délibération au vote du conseil municipal. Des questions, des observations ? Il n'y en a pas. Qui est contre ? Qui s'abstient ? À l'unanimité, merci. La 19 est retirée. Point 20, convention de partenariat avec l'association Cercle de Midi Chénon. Manquant, c'est pas Chénon, c'est ça. Et Madame Nersessian, 2 mots. Enfin, la délibération qui est très intéressante parce que c'est l'association Cercle de Midi, Chénon donc, qui réunit une vingtaine de lieux culturels répartis dans l'ensemble de la région du Sud. Toute la région du Sud souhaite optimiser la circulation des spectacles et des artistes en dynamisant les pratiques dans les domaines de la création, de la diffusion artistique. J'en profite de ce point pour dire à quel point aujourd'hui le monde des artistes est vraiment dans une période très très compliquée et qu'effectivement tout ce qui peut nous, en tout cas dès qu'on peut, aller au spectacle, aller au cinéma, aller soutenir ces artistes qui n'arrivent plus à jouer et qui ne peuvent plus vivre, c'est important. Donc le Cercle du Midi est un espace d'échange,
d'expérience d'organisation et de programmes culturels. La ville de Vitrolles adhère bien sûr au Cercle du Midi depuis 2015. Des questions, des observations, Monsieur Sanchez? Oui, on n'a pas la convention. Est-ce qu'on pourra la voir ou... Est-ce que vous êtes allé au service de l'Assemblée? Ben, j'irai. Madame Mercétian, est-ce que la convention est à l'intérieur de la Je ne réponds délibération? jamais au Front National. Mais est-ce que vous auriez-vous l'obligeance de me répondre à moi, s'il vous plaît? Ah oui, vous, volontiers. Est-ce que vous voudriez bien ouvrir votre délibération, votre pochette orange? Bien sûr. Et me dire si la convention est dûment annexée? Bien entendu. Bien entendu. Monsieur Sanchez, quand vous préparez votre conseil, faites un peu plus d'efforts parce que là, vous êtes sous la barre. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci. Point 21. Cinéma Les Lumières. Convention de partenariat avec l'association Evo et Théâtre. Alors ça aurait pu être Madame Mercétian, mais en l'occurrence, c'est un partenariat avec le cinéma. Monsieur Gesnet. Merci Monsieur le maire. Donc, lors de cette convention, il est proposé d'autoriser Monsieur le maire ici présent a signé une convention de partenariat avec l'association Evo et Théâtre, association qui œuvre sur notre territoire depuis quelques années déjà. Ici pour permettre la mise en place d'un projet d'accompagnement pédagogique appelé Théâtre à l'écran. C'est c'est pour permettre aux jeunes, au public adolescent vitrolais, un accès au spectacle vivant, un accompagnement pédagogique autour de projections de pièces de théâtre filmées au cinéma municipal Les Lumières. Des questions, des remarques, des observations? La convention est bien dedans, Monsieur Sanchez. Oui, je promets, oui, elle est là. Ah, c'est une autre question. Je vous en prie. Combien de fois par an ça se produit? C'est dans la convention. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci. 22. Rémunération accessoire des personnels de l'éducation nationale pour l'année scolaire 2020-2021. Réactualisation de la liste des enseignants en poste au 1er septembre 2020 pour qu'ils puissent être payés des cantines et des études qu'ils réalisent. Tout est dit dans la chanson. Je pense que Monsieur De Souza n'a rien à ajouter. Des questions, des observations? Il n'y en a pas. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci. 23. Demande de subvention à la DRAC dans le cadre du partenariat du Cinéma Les Lumières et le lycée Pierre Mendès France pour la spécialité cinéma. Tout est dit dans la chanson. C'est une demande de subvention de 4 500 €. Des questions? Il n'y en a pas. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. 24. Mise en place de conventions de partenariat entre le conservatoire et les établissements scolaires de Vitrolles pour l'année 2020-2021 pour un parcours d'éducation artistique et culturelle. Monsieur Porte, quelques mots. Cela fait partie donc des projets d'éducation artistique dont est en charge le conservatoire, c'est-à-dire de travailler aussi à initier les jeunes, donc notamment des écoles, des collèges et des lycées, sur certaines parties de l'éducation artistique, la danse et la musique entre autres. On avait déjà pu organiser ceci au mois de juin, mais faute à cause du Covid, nous avons dû interrompre le système. Là, nous le reconduisons en préparant donc des conventions type pour chacune des partenaires que nous aurons, qui permettra donc à des élèves de ces établissements de venir au conservatoire participer. Nos professeurs seront aussi impliqués. Ça n'entraîne aucun transfert financier entre la ville et les établissements scolaires. Merci. Des questions, des observations? Il n'y en a pas. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Merci bien. Point 25. Médiathèque La Passerelle. Exonération de la redevance pour l'exploitation du snack. Exploitation des cafés. Madame Caruso. Merci. Alors pendant le confinement, évidemment, l'exploitant du snack de la médiathèque ne pouvait pas réaliser son activité, donc on l'avait exonéré de la redevance qu'il nous devait, enfin qu'il devait à la ville. Vu la situation sanitaire et la situation au sein de la médiathèque, on ne peut pas recevoir les gens normalement. Il y a toujours le masque, il y a toujours le gel, mais il y a aussi un sens de circulation et on passe à travers le snack. Du coup, on ne peut pas exploiter le snack comme il est demandé par l'exploitant. Donc du coup, on voudrait vous demander d'accepter que l'exonération de la redevance jusqu'à la fin du protocole sanitaire, c'est-à-dire à la reprise normale des conditions d'accueil. Des questions, des remarques? Il n'y en a pas. Comment dire,
Le SNAC ne fonctionne pas. Qu'on soit bien clair, il ne s'agit pas d'une exonération de redevance pour un SNAC qui fonctionnerait. Le SNAC ne peut pas se remettre à fonctionner tant que le protocole sanitaire de la médiathèque s'applique, et dès lors, il convient d'exonérer de redevance pour une activité qui n'a pas lieu. Nous en avons terminé avec l'ordre du jour. Avant de passer à la question de Monsieur Ferral, dans un instant, je voulais juste préciser à toute l'Assemblée juste quelques éléments d'organisation, parce qu'on est quand même tôt dans ce mandat, même si nous sommes élus depuis maintenant de longs mois, mais l'organisation concrète de notre Assemblée démarre à peine. Je vous rappelle, à toutes fins utiles, que l'ensemble des dossiers du Conseil sont consultables dès réception de votre convocation au service de l'Assemblée pour tous les élus de notre Assemblée. Vous y trouverez dans chaque pochette, au-delà du rapport de présentation dont vous avez le résumé dans l'ordre du jour, vous y trouverez également un rapport complet de l'administration sur la délibération, ainsi que les pièces annexées, notamment conventions, bail ou je ne sais quelle autre pièce qui pourrait être utile, voire même parfois de lourds pavés, comme il peut être le cas sur la présentation du PDU métropolitain ou du compte administratif. Ces documents sont consultables dès réception de votre convocation au service de l'Assemblée. Par ailleurs, nous avons organisé 4 commissions municipales qui sont composées par cette Assemblée, qui ont été délibérées par cette Assemblée, et qui permettent, en amont du Conseil municipal, d'examiner l'ordre du jour et d'apporter aux élus, de la majorité comme de l'opposition, tous les éléments complémentaires, en présence des services, qui permettent d'éclairer la décision des élus. Dès lors, ces 2 outils étant à votre disposition, il me paraît absolument anormal que nous ayons ici des questions de l'ordre de celles qui ont pu être posées ce soir par M. Sanchez. Je parle de questions purement techniques. Ça demande un peu d'organisation, un peu de travail, mais je pense que c'est le moins que nous devons à nos électeurs. On passe à la question orale. Monsieur Ferral, bien qu'arrivé hors délai, nous l'enrôlons ce soir. C'est pas juste de pure forme. C'est que, selon la nature de la question, il peut être nécessaire de regrouper des éléments de la part des services qui sont épars, qui peuvent être parfois complexes et qu'il nous convient de pouvoir préparer. Donc je vous demande instamment de tâcher de respecter le règlement intérieur de notre Assemblée et de présenter vos questions orales dans un délai suffisant nous permettant d'y répondre. Là, la question n'était pas trop compliquée, donc on l'enrôle sans difficulté. Monsieur Sanchez, je vous donnerai la parole après avoir traité ce point. Monsieur Ferral, vous avez la parole. Monsieur le maire, merci et désolé pour le retard pour la question en effet. Voilà, donc la question que je vous posais, c'est donc Monsieur le maire, Vitrolles a accordé sur son territoire l'autorisation d'effectuer des baptêmes en hélicoptère avec le survol de la zone agricole, entraînant à la fois des nuisances sonores et d'autres pollutions de notre environnement. Vous avez déjà été interpellé par la précédente manifestation l'an dernier. Cela nous semble ne pas être... Il a oublié ses lunettes. Je crois qu'il va falloir que j'en mette. Ça ne semble pas être en accord avec votre démarche de proposer Vitrolles vers une ville exemplaire en matière d'environnement. C'est tout trop clair. Notre question, pouvez-vous vous engager à ce que le type de manifestation ne soit plus proposé sur le territoire de la ville de Vitrolles? Excusez-moi pour ces hésitations, mais je crois qu'il va falloir que je porte des lunettes. Oui, Monsieur Ferral, on va vous donner des éléments de réponse. Comment dire? Il n'y a pas eu une manifestation sur ce sujet, il y a eu une question de la part d'un ancien élu de la majorité que je présidais sur le mandat précédent, à laquelle j'avais apporté réponse à ce moment-là. Et j'ose imaginer que la formulation de votre question est visiblement, comment dire, la manière dont vous la présentez n'est pas étrangère à la question qui me fut posée alors.
Donc on va rééditer la réponse et je laisserai le soin à Monsieur Sora de vous en donner des éléments. Ça arrive. Monsieur Sora. Réessaye. Monsieur Ferral. Ouais, ça marche. Bon, ben j'espère que les éléments de réponse seront identiques, en tout cas. Donc, si je résume vos propos, voler en hélicoptère pollue. Donc, si on est vraiment écolo, on interdit ce genre d'événement. Logique. Et logique qu'on pourrait éventuellement partager. Mais lorsque l'on prend une décision, il y a une logique écologique qu'il est nécessaire, impératif d'intégrer. Mais parler d'écologie implique de s'interroger sur la complexité. Et d'autres logiques doivent être considérées. Tout d'abord, la satisfaction des vitrolets qui ont bénéficié de cette prestation. Pour 38 €, ils ont pu faire chez eux, et relativement à moindre coût, un baptême de l'air et un survol de leur ville. Ils ont été satisfaits et la demande adressée à Fly Your Helico, l'organisateur, témoigne de cette satisfaction et motive la réitération de l'opération. Ensuite, le fait que Vitrolles apparaisse dans les sélections des organisateurs. Cela valorise de manière très forte l'image de notre commune. Comme une quarantaine de villes, Hyères, Istres, Agde, Sète, Vitrolles a accepté la proposition. Toutes ces villes ont une particularité. Elles disposent d'un patrimoine paysager à la fois atypique, à la fois remarquable. Et quelque part, c'est extrêmement flatteur pour notre ville et primordial pour nos habitants que signifier et rappeler la richesse de notre patrimoine. Enfin, et c'est peut-être ça le plus important, cette activité a pu modifier le regard porté par les vitrolets sur leur territoire. Survoler le territoire permet de le penser différemment. Il ne fait nul doute que beaucoup d'étonnement a émergé. Tiens, il y a une zone agricole à Vitrolles. Eh bien, je ne savais pas que notre territoire était couvert à 60% par des espaces verts. Ah, il y a un potager à Valbacol. Peut-être que j'irai voir ce que propose le potager de Maria. Voilà au moins 3 autres logiques qui entrent dans la balance et amènent à dépasser le « ça pollue, c'est pas bien, faut interdire ». Gérald Fuxa, organisateur de la Fiesta del Mar via l'association Étant Maintenant, qui fut un soutien actif de votre liste au municipal, prend comme thème de la fête, destinée à valoriser les temps de berre, l'hydravion. Et donc, il fait voler des hydravions. Outre l'hommage à Henri Fabre, on voit bien ici l'utilisation d'un aéronef pour amener des gens vers la plage et leur faire percevoir le lieu autrement. Est-ce que vous diriez que M. Fuxa a une écologie incohérente ? Nicolas Hulot, lorsqu'il fait Ushuaïa, Yann Arthus Bertrand, La Terre vue du ciel, n'ont-ils pas tous deux utilisé des appareils volants pour sensibiliser la population à la nécessité d'une préservation de l'environnement ? On peut indéniablement regretter les moyens techniques, mais force est d'admettre qu'ils ont contribué plus que tout discours d'écologie naïve à faire valoir les enjeux écologiques. Pour répondre concrètement à votre question, je vous dirais que sur ces 2 années, notre calcul s'est porté sur l'autorisation de cet événement. Je vous rappelle qu'il n'est pas un fonctionnement bouleversant le quotidien des vitrolets, mais un événement de 2 jours. Les avantages nous sont semblés supérieurs aux coûts, parce que l'on a considéré cette prestation comme un investissement dans la modification des regards des vitrolets sur leur ville. Nous analyserons les retours, et, au regard de ceci, rien n'atteste que nous poursuivrons. À ce jour, nous avons tenté l'aventure parce qu'elle nous semblait pertinente. À l'aune des retours, nous évaluerons la pertinence de poursuivre ou non. Juste 2 mots de complément. Quand on a été sollicité l'année dernière pour permettre, parce qu'encore une fois, il ne s'agit pas d'une manifestation municipale, il s'agit d'autoriser cette manifestation à se tenir. Quand on a été sollicité, je ne sais pas dit super magnifique, et puis en même temps, on est une ville suffisamment impactée au quotidien par les survols d'hélicoptères fabriqués sur notre territoire pour que, et on donne la possibilité à un prix modique, et c'était une question qu'on avait posée, à des vitrolets d'être dedans plutôt que d'en subir tout le temps les nuisances. De découvrir ce que disait un peu M. Sora, notre ville d'en haut, et sans vouloir faire de l'emphase, mais changer le regard, c'est important. C'est important pour ceux qui ont envie de pouvoir le faire un jour, et on ne voit pas les choses de la même façon quand on les a vues d'en haut. Donc, pour ces 2 raisons principalement, ça nous semblait pertinent de laisser se tenir cette manifestation sur Vitrolles sans qu'elle engage des risques majeurs. Enfin, en tout cas, on est sur des choses dérisoires. Après, si on pousse votre logique un peu plus loin,
bien sûr qu'il y a beaucoup de loisirs qui ont un impact en termes d'émissions, en termes de pollution. Beaucoup de loisirs posent un problème de durabilité. Pour autant, il ne nous est pas venu à l'esprit de les proscrire de notre territoire ou d'un autre. Je dois reconnaître que personnellement, des jet skis, quand je suis à la plage, ça a tendance à me hérisser le poil. Mais c'est les règles des usages qui doivent les coordonner. Ne comparons pas un jet ski à un hélicoptère, certes, mais en même temps, ne comparons pas un usage qui est quotidien et régulier sur nos plages et une activité qui se tient 2 jours dans l'année sur notre territoire. Monsieur Sora a dit qu'on reconsidérerait la chose à l'aune des retours et de l'intérêt que ça peut avoir à Vitrolles, surtout à l'aune du nombre de vitrolais qui ont réellement été intéressés par cette proposition. On est tout à fait ouvert pour en rediscuter. Je peux continuer? Je peux répondre à la question? Enfin, pas à la question. Monsieur Ferral, oui, et puis... allez-y. Donc, ce que je voulais dire déjà par rapport aux exemples qui ont été donnés, par rapport aux hydravions, à Nicolas Hulot, tout ça, c'est pas du tout à propos, c'est pas du tout le même contexte que notre ville de Vitrolles, à notre échelle. Donc, franchement, c'est pas un bon exemple. Je suis désolé. Je pense pas parce que... Attends. Et autre chose, donc vous avez dit que donc, ça coûtait 38 €, d'accord. Donc ma première question, ça serait combien y a-t-il de vitroliers qui en ont bénéficié? Et puis quand même 38 €, je ne suis pas sûr que tous les gens qui ont des revenus modestes ont pu en bénéficier malgré tout. Attendez, juste Monsieur Ferral, qu'on soit bien clair. Et la dernière chose, excusez-moi, je termine. Je vous en prie. Après je vous laisse... Et la dernière chose, de toute façon, écologiquement, il y a peut-être d'autres façons de faire par d'autres loisirs pour faire découvrir notre ville et nos beautés qu'on peut avoir, aussi bien sur le plateau que sur le bord de l'étang. Il y a des transports doux. Monsieur Ferral, je vois bien qu'on est en train d'ouvrir un sujet qui est un sujet potentiellement polémique, inflammable, alors que c'est un sujet qu'il faut ramener à ce que c'est. Je rappelle qu'il ne s'agit pas d'une action municipale, nous n'en fixons pas les tarifs. Nous, la seule chose qu'on a vérifiée quand on a été sollicité l'an dernier, c'est que le tarif qui était proposé restait accessible. Et si je ne disconviens pas que 38 € soit une somme, elle est néanmoins accessible pour à peu près tout le monde à Vitrolles. En tout cas, n'importe qui a une passion et qui a envie de faire un baptême de l'air peut débourser 38 €. Ce ne serait pas la même chose si c'était 380, c'est un peu le sujet. Et puis, j'ajouterais, vous savez, ce qui, dans l'histoire du XXe siècle, fait basculer le regard de l'humanité sur la planète, la première photo de la Terre vue de l'espace, qui démontre de toute évidence à tous que nous sommes sur le même bateau et que la Terre n'est en fait qu'un point dont nous ne sortirons pas. Cette photo qui date de... c'est avant d'atterrir sur la Lune, enfin d'allunir, ça doit dater de 68 ou de 67. Cette photo-là, c'est pas mon avis personnel, hein, c'est de l'avis de beaucoup de spécialistes du développement durable et de l'environnement. C'est un élément majeur dans l'histoire du changement de regard sur la planète et sur la durabilité de notre modèle économique. Alors, comparons ce qui est comparable. On n'est pas allé sur la Lune. Mais changer de regard sur un territoire, c'est beaucoup moins neutre que ce que vous semblez vouloir le dire. Alors j'avais des demandes d'intervention de M. Gardiol et de M. Sarawi. Merci Monsieur le maire. Je partage l'idée qu'on pouvait s'interroger sur l'opportunité qui était donnée effectivement de regarder la ville d'une manière différente. C'est vrai que Vitrolles est organisée par son urbanisme en quartier et qu'on a plus des sentiments d'appartenance à des quartiers qu'un sentiment d'appartenance à une commune. Et qu'il est important de travailler
sur ce sentiment d'appartenance à une ville, et que survoler la ville peut avoir effectivement, peut contribuer à ce que chacun s'identifie à un territoire global plutôt qu'à des quartiers, et voit aussi un certain nombre de richesses et de potentialités de la commune. Cela étant dit, je dois dire à titre personnel que je ne me reconnais absolument pas dans la manière dont mon collègue Didier a traité la question écologique avec une sorte de mépris et de dérision. Je pense que dans la politique, les symboles, ça compte, et que je partage, Monsieur Ferral, votre question. Je ne dis pas que je partage forcément votre réponse, mais je dis qu'il y a au moins une question à se poser sur la symbolique de survol de notre commune en hélicoptère. Et les comparaisons avec Nicolas Hulot ou les hydravions n'ont aucun sens. Donc oui, la question mérite d'être posée. Je retiens que Monsieur le maire a dit que la question, nous la poserions, et à titre personnel, j'essaierai de convaincre le groupe, tout en écoutant les avis contraires, bien entendu, que c'est mieux de ne pas renouveler l'opération. Mais la question écologique mérite mieux que de la dérision et des arguments qui n'ont pas de sens. Je n'ai pas senti de dérision et des arguments qui n'ont sans doute pas touché tout le monde, mais qui avaient leur sens. Monsieur Sahraoui. Merci Monsieur le maire. Je voulais juste ajouter une petite précision pour le prestataire Fly4You et partenaire de l'association Enfance et Partage qui lutte contre les maltraitances pour les enfants. Voilà, merci. Merci de cette précision, Monsieur Sanchez. Oui, merci Monsieur le maire. Alors vous avez précisé à juste titre, vous aviez raison, que les commissions sont des réunions très importantes pour préparer le conseil municipal, pour se renseigner, pour prendre des informations et pour éviter, bien sûr, de poser des questions inutiles au conseil municipal. Quand j'étais à la commission, j'assiste aux commissions, bien évidemment. Je suis à la commission finances, commande publique, police, DRH. Alors, j'ai demandé, par exemple, c'est un exemple, hein, combien d'antennes relais et quelles étaient leurs positions. C'était une délibération qui avait lieu dans la... Et la commission a été incapable de me répondre. Donc, je me suis dit, je vais me renseigner par moi-même, et je n'ai pas posé la question au conseil municipal. Voilà. Vous voyez, je me débrouille, il n'y a pas de souci. Ensuite, je vous ai posé des questions très simples, ou des demandes très simples. Je vous ai dit, voilà, les conventions ne sont pas annexées aux délibérations. Bon, c'est tout, hein, c'est tout ce que je voulais dire. Et vous m'avez dit non, il faut les regarder à la mairie. Très bien, j'irai les regarder. Ensuite, je vous ai posé des questions très simples. Par exemple, l'initiation à la pratique du théâtre au cinéma Les Lumières. Je vous ai demandé combien de fois par an. Vous m'avez répondu, allez voir dans la convention. Ok. Alors moi, je suis d'accord sur le fond avec vous. Par contre, sur la forme, je vous demanderai, Monsieur le maire, je vous invite à être plus compréhensif et à nous écouter quand on propose des choses. Et nous, on vous écoutera aussi, toujours. Excuse acceptée. La séance est levée.